Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour la vidéo quotidienne avec notamment des informations qui concernent les internationaux, des infos aussi sur le retour à l'entraînement, quelques enseignements aussi qui ont été tirés après cette défaite face au FC Barcelone, quelques infos aussi qui concernent Karim Benzema, la grande résolution qui a été prise aussi par Florentino Pérez en vue du mercato, et puis on aura une info aussi qui concerne potentiellement le futur entraîneur du Real Madrid. On en a parlé hier, Carlo Ancelotti n'est pour le moment toujours pas menacé. Il devrait être sur le banc de touche du Real la saison prochaine, mais l'avenir est déjà préparé côté madrilène. Vraisemblablement que le Real entamera un nouveau cycle dans un an avec le départ de Carlo Ancelotti et le nouvel entraîneur, hein. C'est quelqu'un qui est bien connu du côté de Madrid. On démarre les amis avec les 11 joueurs du Real qui sont donc avec leur sélection nationale, hein, pour les 10 prochains jours à peu près. On a donc notamment Vinicius, Camavinga, Modric, Casemiro, David Alaba, Fede Valverde, Eder Militao, Luka Jovic, Gareth Bale, Rodrigo et Dani Carvajal. On continue avec cette information qui concerne le retour à l'entraînement des Madrilènes. Donc on l'a dit, c'est une période de trêve internationale, c'est toujours un peu compliqué de travailler avec un groupe restreint. On l'a dit, voilà, il y a 11 joueurs qui ne seront pas donc à Madrid pour travailler avec Carlo Ancelotti, mais en tout cas le reste de l'effectif, ceux qui ne sont pas appelés en sélection, sont présents et vont travailler demain à partir de 15h. Reprise de l'entraînement ce lundi et aujourd'hui mardi, c'était repos pour les autres joueurs qui ne sont pas appelés en sélection nationale. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. AS qui titre calendrier empoisonné, on va regarder ça dans quelques instants, on en a déjà parlé hier du calendrier. Le quotidien Marca qui titre le Real encaisse la défaite sans faire d'histoire. C'est vrai que ça ne fait pas trop de vagues, hein, cette énorme défaite lors du Classico, mais il se passe quand même des choses, hein, du côté du club, et on va en parler dans quelques instants. Il y a des enseignements qui ont été tirés notamment de cette défaite face au Barça. Alors ça fait pas forcément la une des médias, mais voilà, il y a des petits enseignements qui ont été tirés dans le club, sonnette d'alarme, hein, qui a été tirée. On poursuit les amis donc avec le bilan du mois de mars pour le Real, hein, puisque c'est terminé, on est en période de trêve internationale. Le mois de mars pour le Real, c'est 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Ça avait plutôt bien démarré avec la Real Sociedad, la remontada face au Paris Saint-Germain. Cette victoire avec les blessures face à Mallorca, malheureusement ça se termine très très mal avec ce Classico très très difficile, pour ne pas dire catastrophique du Real. Donc tu as accumulé pas mal de confiance sur ce mois de mars et malheureusement cette confiance elle est très rapidement redescendue par rapport à ce Classico. C'est vrai que tu peux perdre par exemple le Classico 1-0 en sortant une prestation digne. Malheureusement c'est pas du tout le cas. Le Real a été largement dominé, largement battu par une équipe qui était meilleure qu'elle, tout simplement. Donc évidemment que voilà, ce mois de mars, il a été très très bon jusqu'à ce Classico face au Barça qui s'avère être catastrophique. On continue les amis avec donc le calendrier jusqu'à la fin de saison pour les 4 équipes qui sont en tête de la Liga, le Real, Séville, le Barça et l'Atlético. Vous le voyez, le Real sur les 4 prochaines journées, il y aura 3 déplacements au Celta Vigo, à Séville et à Osasuna. Entre temps, la réception de Retafe. On rappelle que le Real a 9 points d'avance, notamment sur Séville, qu'il reste 27 points à prendre en Liga, donc le calcul il est assez simple. Si le Real prend 19 points sur la fin de saison, le Real sera champion d'Espagne sans s'intéresser aux autres résultats, hein. Si le Real prend 19 points, le Real est champion d'Espagne. On l'a dit, le calendrier peut paraître un peu compliqué avec ses déplacements à Séville et du côté de l'Atlético. C'est pas non plus un calendrier démentiel, hein, pour le Real Madrid, hein, quand vous voyez par exemple le Celta Vigo et Retafe sur les 2 prochaines journées. Voilà, ça doit faire 6 points normalement pour le Real. Tu as la réception de la Lanterne Rouge, Levante. Tu as un déplacement du côté de Cadix qui lutte pour son maintien. Tu joueras la 38e journée face au Betis, une équipe qui, on le voit depuis quelques semaines quand même, physiquement est en train de vraiment souffrir. Voilà, c'est un calendrier où il va falloir aller chercher ses points, mais c'est pas non plus insurmontable, hein, pour une équipe comme le Real Madrid, hein. Tout de même, les amis, faut se rendre compte de l'avantage des Madrilènes à 9 journées de la fin, hein. 9 points, c'est quand même considérable. Et voilà, sur les 4 prochaines journées, le Real doit faire au minimum 10 points, même si, voilà, c'est vrai, il y a 3 matchs à l'extérieur.
c'est pas non plus des adversaires qui sont d'un niveau exceptionnel. Même Séville sur les dernières semaines est en train vraiment de marquer le pas hein, depuis quelques semaines les Andalous. Donc le Real doit quand même prendre beaucoup de points sur les quatre prochaines journées. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au calendrier pour Séville, pour le Barça et pour l'Atlético. On poursuit les amis avec cette map des passes du 11 madrilène sur le Classico. C'est assez hallucinant. Vous voyez le jeu exclusivement concentré au milieu de terrain. Les passes avec beaucoup de remises, Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius tout seul en haut, Rodrigo un petit peu esselé. Tout ça est représentatif tout simplement de l'échec de cette tactique de Carlo Ancelotti, l'échec aussi de l'assimilation par les joueurs de ce que voulait Carlo Ancelotti par rapport à cette rencontre. On continue les amis avec une déclaration assez symbolique d'un supporter madrilène qui était au Bernabéu dimanche. Il a quitté le stade à la 55e minute après le 4e but du Barça. Voilà sa déclaration. Il nous dit c'est tout simplement la chose la plus ridicule que j'ai vue dans toute ma carrière de supporter du Real Madrid. Ça fait 24 ans que je viens au Bernabéu. C'est la première fois que je quitte un match en avance. Il y a déjà eu des déconvenues pour le Real, notamment face au Barça à domicile. Celle-là est quand même tout de même assez marquante. Tant le Barça a été d'une très nette supériorité sur cette rencontre. Message de Nacho sur les réseaux sociaux, donc vous avez ce message posté sur Instagram. Bref, Nacho qui résume voilà ce qui s'est passé en 10 jours côté madrilène. En 10 jours, nous avons vécu le meilleur et le pire de ce sport. C'est vrai, voilà. Niveau émotionnel par rapport à la rencontre face au Paris Saint-Germain et par rapport à ce qui s'est passé face au Barça, eh bien ça a été les montagnes russes côté Real. On poursuit les amis avec quelques statistiques, notamment quelques informations, déclarations. Premièrement, en ce qui concerne Ferland Mendy, le Real a perdu 6 matchs cette saison, une information quand même assez intéressante. Ferland Mendy a raté 4 de ces 6 matchs, donc le Real qui perd très souvent lorsque Ferland Mendy n'est pas présent. Alors on ne dit pas que le Real aurait gagné évidemment face au Barça si Ferland Mendy aurait été présent, mais certainement que le côté aurait été peut-être un petit peu mieux cadenassé face à Ousmane Dembélé, même si bon c'est très compliqué aussi pour Nacho, mais je pense que Ferland Mendy aurait été plus à même de contrecarrer un peu Ousmane Dembélé. Ferland Mendy a beaucoup plus de densité, de volume physique et peut répondre aussi à la vitesse de Dembouz. C'est vraiment un joueur qui peut paraître quand même très important défensivement, même s'il y a encore pas mal de progrès offensifs à réaliser pour Ferland Mendy. Une information qui concerne Dani Carvajal de l'autre côté. Le quotidien Marca qui annonce enfin que les dernières performances de Dani Carvajal ont créé notamment un certain doute concernant son avenir. Les dirigeants envisagent sérieusement de recruter un arrière droit pour la saison prochaine. Bon, on en a parlé très régulièrement. Dani Carvajal, c'est un joueur qui depuis 2-3 ans maintenant, voilà, c'est plus l'assurance tout risque. C'est un joueur qui peut très rapidement être dépassé lors d'une rencontre. Donc oui, c'est un dossier qui est aussi très important côté madrilène. Je pense que ce serait une erreur de ne pas se renforcer sur ce poste l'été prochain. Info aussi du quotidien Marca qui annonce que Fede Valverde devrait certainement conserver sa place de titulaire pour le retour du championnat dans quelques jours, dans une dizaine de jours maintenant face au Celta Vigo. C'est bien logique, c'est un joueur qui montre beaucoup de bonnes choses, de bonnes intentions, de bonnes volontés et qui apporte beaucoup aussi avec son style et son registre au milieu de terrain. Ça me semble plus que logique que Fede Valverde puisse continuer tout simplement à s'exprimer à la reprise du championnat. Petite image de Karim Benzema qui évidemment travaille donc pour revenir en pleine forme pour les prochaines échéances. Une statistique aussi assez incroyable justement sur le Real avec et le Real sans Benzema. Depuis 2018-2019, le Real avec Benzema c'est 132 matchs, un pourcentage de victoire de quasiment 66% de victoire lorsque Karim est présent. Regardez le pourcentage, à quel point il baisse lorsque Karim n'est pas présent. 11 matchs, seulement 45% de victoire lorsque
Benzema n'est pas aligné avec le Real. La dépendance, et évidemment on le sait, hein, du Real à Karim Benzema est assez incroyable. C'est aussi pour ça, hein, que Florentino Pérez a décidé, hein, tout simplement de passer la seconde, hein, pour le dossier Erling Haaland. Le Classico a convaincu Florentino pour Erling Haaland. Le Real ne peut pas vivre sans un autre numéro 9 de poids. Ce ne sont pas les joueurs qui sont sur le banc de touche qui peuvent compenser l'absence de Benzema. Haaland dans son registre, évidemment, c'est une véritable menace. Florentino Pérez l'a bien compris. Il faut absolument un deuxième numéro 9 de très très haut renom pour compenser les absences aussi de Benzema. Donc voilà, Florentino a compris que le Real ne pouvait pas aller jouer sur les meilleurs terrains du monde sans attaquant quand Benzema n'est pas là. Florentino l'a compris et le Real va pousser beaucoup plus fort pour Erling Haaland. C'est important. On sait aussi que Karim a quand même 35 ans, donc il faut préparer l'avenir côté madrilène. On a quelques informations, notamment de Fabrizio Romano, qui énumère les facteurs cruciaux pour Erling Haaland dans son choix, dans sa décision entre Manchester City et le Real. Pour le moment, ça n'a toujours pas bougé. Le manager qui sera chargé de le faire grandir en tant que joueur, la ville, les installations du club, la continuité de la gestion dans le club, le plan tactique pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc voilà, vous pouvez vous faire votre petite impression. Il y a des points positifs pour le Real. Il y en a aussi des points positifs pour Manchester City, hein, si on s'en réfère à donc ces critères. On poursuit aussi avec une déclaration de Guti, légende du Real Madrid, qui répond à cette question. Est-ce que nous avons toujours des doutes sur les besoins du Real Madrid de signer Haaland? Tu dois le signer, tout comme Mbappé et 4 ou 5 autres joueurs qui doivent venir jouer au Real. On est d'accord là-dessus. Bon, après, voilà, ce serait quand même assez fou de voir le Real engager 4 ou 5 joueurs sur le mercato. Mais il y a des dossiers qui sont très importants côté madrilène sur le mercato estival. Une info aussi qui concerne Luka Jovic, qui vraisemblablement quittera le Real Madrid cet été. Le joueur est très agacé par sa situation et par son manque de temps de jeu, tout simplement. Sous Carlo Ancelotti, il a liké aussi une image, par exemple, que vous voyez sur les réseaux sociaux, où on le voit donc à l'entraînement avec Gareth Bale et Eden Hazard, hein, 3 joueurs qui sont mis de côté par Carlo Ancelotti. Le petit like de Luka Jovic. Plusieurs clubs, hein, sont toujours très intéressés par l'attaquant serbe: Arsenal, Everton, l'AC Milan et Dortmund. Et voilà, Dortmund, ça pourrait être intéressant, hein, dans l'affaire Erling Haaland. On va terminer cette vidéo, les amis, avec cette information donc, qui concerne potentiellement l'un des futurs entraîneurs du Real Madrid. Normalement, ça pourrait se faire dans un an maintenant. Xabi Alonso, qui a conclu un accord préalable pour revenir au Real à partir de 2023, lorsqu'il a quitté le club après avoir fait un excellent travail, notamment avec les jeunes. Il a convenu avec Florentino Pérez de revenir dans quelques années. Il est du côté de la Real Sociedad, de l'équipe B de la Real Sociedad. Il est visiblement l'élu pour diriger le projet, en tout cas côté madrilène. Il y a des noms qui sont sortis. Xabi Alonso en fait partie, Raoul aussi, Jürgen Klopp. Malheureusement, Jürgen Klopp a encore un contrat très long avec Liverpool, donc Xabi Alonso serait potentiellement le successeur idéal à Carlo Ancelotti, mais normalement ça ne se fera pas cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.